Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode dans la tête d'un cycliste où je suis de nouveau avec JP, chroniqueur sur le podcast. Bienvenue JP. Bonjour Arnaud, merci. Ravi comme à chaque fois d'échanger avec toi où aujourd'hui nous allons parler de sécurité et comment rouler en sécurité. Alors c'est vrai qu'avec l'explosion de la pratique du cyclisme, la route est un espace qui se partage premièrement, mais ça implique aussi un respect mutuel pour les personnes qui se déplacent et qui utilisent la voie publique, c'est-à-dire les voitures, les motos, les cyclistes, mais aussi l'explosion des trottinettes en ville notamment. Et donc, le cycliste, tout comme l'automobiliste, doit appliquer les règles du code de la route qui garantissent sa sécurité. Alors justement, sur les équipements, sur comment rouler en toute sécurité, s'il y avait un lancement à faire sur cet épisode, JP, qu'est-ce que tu pourrais nous dire ? Eh bien, effectivement, on est soumis à tout un tas de réglementations et puis, comme toujours, je pense qu'il faut faire preuve de bon sens. Voilà. Comme souvent. Et le bon sens, c'est qu'à vélo ou à moto ou à trottinette, pourquoi pas, on est bien plus exposé, bien plus vulnérable. Donc ça revêt une importance toute particulière. Et ce qui me vient à l'esprit en tout premier, c'est le casque. C'est ce qui va protéger un des organes vitaux les plus exposés. Et puis après, la visibilité. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut travailler. Donc des éclairages avant, arrière, les vélos d'origine, si on vient à la réglementation stricte, ils sont équipés de catadioptres, hein. C'est le premier truc que les gens enlèvent sur un vélo neuf en général, ou que les gens ne montent pas puisque c'est dans les paquets, dans les vélos qui ont été homologués. Mais voilà, la visibilité, c'est l'éclairage et éventuellement les catadioptres, et puis le port d'un équipement sur le cycliste lui-même, pas sur le vélo, mais voilà, sur le gilet réfléchissant, qui fait partie des choses qu'on doit avoir. Donc ça, c'est l'équipement de sécurité. On en revient en vélo, on n'a pas parlé, mais un vélo, il faut des freins aussi, ça peut être aussi, utile. On va y venir, mais c'est vrai que le casque, c'est l'élément indispensable. On voit encore trop de cyclistes, alors cyclistes sur route, mais là on parle vraiment des gens qui pratiquent, qui utilisent le vélo comme mode de déplacement, ne pas avoir de casque. Et j'ai encore été victime d'une chute il y a quelques jours et le casque m'a très clairement sauvé la vie, hein, puisque j'ai été commotion cérébrale avec le casque quand même, donc le cerveau a bien bougé. Et sans casque, c'est juste, je ne comprends pas, hein, voir croiser des personnes sans casque, je comprends pas en fait. On peut tous avoir un avis différent sur la question et puis se poser des même questions. Même quand tu es en ville, pas forcément sur route. À moto, c'est obligatoire pour tout le monde, au moins. Il y a pas de questions qui se posent. Quand c'était pas obligatoire, il y a des gens qui roulaient sans. Aujourd'hui, à vélo, ce n'est obligatoire que pour les enfants qui ont moins de 12 ans. Alors voilà, mais on en a parlé juste avant d'ouvrir les micros. Même si effectivement c'est obligatoire uniquement pour les enfants qui ont moins de 12 ans, on vous recommande de porter le casque systématiquement. Très, très clairement. Parce qu'un choc, c'est important pour le cerveau, c'est que la frontière se situe, d'après les spécialistes, autour de 30 km/h. Hein, c'est-à-dire donc tu es vite quand même sur un vélo à 30 km/h, surtout si tu as des vélos électriques maintenant. Et le choc à la tête peut être catastrophique. Oui, c'est quelque chose qui peut être fatal. Et puis après, si on parle d'Internet, tu auras toujours des gens qui vont trouver une étude qui montre que le casque génère plus de dégâts que de rouler sans casque. À titre personnel, je recommande à tout le monde de monter sur un vélo avec un casque, quelle que soit sa pratique, que ce soit urbaine, route, VTT, qu'on soit en vélo électrique ou en vélo musculaire, comme on dit maintenant. Un casque, il y en a des très confortables et des très légers qu'on oublie très rapidement et dont on se souvient quand la tête tape. Donc portez des casques et puis oui, sincèrement, si vous êtes parent et que votre enfant est contraint de porter un casque, montrez l'exemple, même si c'est pas obligatoire. Exactement. Et puis on parle de comment rouler, comment se déplacer en sécurité à vélo. Ça commence par le respect du code de la route. Donc là, il y a toujours plein de petites astuces qu'il faut connaître. Et sur le respect du code de la route, c'est pareil. JP, je te sollicite, mais quelles sont selon toi les astuces ou en tout cas les règles les plus importantes à connaître au niveau du code de la route quand on se déplace à vélo ? Eh bien, le connaître, ce code de la route, c'est un bon début. En fonction de sa vie de cycliste, soit on a déjà été soumis à un examen du permis de conduire, on a lu le code de la route. Alors attention, le code de la route, il est des fois adapté à la pratique. Hein. Le code de la route est un peu... En tout cas, le bouquin du code de la route est différent si on passe son permis auto, moto ou poids lourd, pourquoi pas. Mais si on circule
en tout cas, de manière, je pense, indispensable si on circule à vélo pour se déplacer, de manière quotidienne. C'est important, je pense, de le relire, ce code. Ouais, c'est important, ouais, tout à fait. On en rigole des fois, on découvre des panneaux dont on ne connaissait pas la signification. On va en parler d'ailleurs, voilà, donc, juste après. Quel que soit l'engin qu'on utilise, il y a des panneaux qu'on oublie, donc ça prend 2 heures de lire un code de la route, c'est vite vu. On pose son téléphone pendant 2 heures, on lit le code de la route. Pendant un voyage en train, ça c'est la base pour respecter la signalisation et puis pour savoir à quoi on est soumis, est-ce qu'on doit, parce qu'on est amendable, verbalisable, quand on fait du vélo aussi. Donc voilà, c'est la base, c'est commencer par connaître. Voilà, ce à quoi on est soumis, c'est ultra important. Et puis encore une fois, on fait preuve de bon sens. C'est un véhicule, donc c'est bien si on monopolise 100% de son attention sur ce qu'on est en train de faire. Donc on n'a que des yeux devant sur un vélo. Bon, on peut être équipé d'un rétroviseur, c'est pas le commun, voilà. Donc si on peut avoir ses oreilles pour avoir une remontée d'informations qui peut être intéressante. Donc, exactement. Voilà, c'est des choses que, en tout cas, à vélo, même à moto, mais à vélo encore plus, parce qu'on n'a pas ce bruit du moteur qui vient. Donc les oreilles peuvent être vachement utiles, donc roulez pas avec de la musique à fond. En tout cas, c'est le conseil que je peux donner. Pour moi, c'est du bon sens, mais voilà, c'est important. Et puis, sa vision, elle doit être protégée, on doit être adapté aux conditions météo. Voilà, c'est ce qu'on a comme outil pour piloter. Ouais, et puis toujours anticiper, c'est-à-dire avoir quand même, non pas être le regard sur son guidon, mais toujours anticiper surtout. Mais c'est vrai, et tu l'as dit, il y a une vraie différence entre rouler en sécurité en agglomération et hors agglomération. Et en agglomération, zigzaguer entre les voitures, il y a aujourd'hui de plus en plus de pistes cyclables, toujours anticiper. Et une fois qu'on a l'habitude avec expérience, même je dirais anticiper l'action d'une voiture. Anticiper une portière qui peut s'ouvrir, qui peut s'ouvrir d'une voiture en stationnement. L'astuce que je peux donner, moi, c'est toujours regarder dans le rétroviseur de la voiture, en fait, pour voir comment pourrait se comporter le conducteur qui est à l'intérieur. Oui, dès lors qu'on admet qu'on est vulnérable, on a intérêt à mettre une partie de son énergie à prévenir le mauvais geste d'une personne qui, elle, va pas être attentive. Donc, c'est une règle de survie dès lors qu'on circule à 2 roues. Moi, je pratique la moto aussi. C'est pareil, il faut réfléchir pour plusieurs personnes à la fois. Donc, dans l'article lié à cet épisode, je mettrai tout un tas de conseils, de comportements en tout cas à adopter, que l'on soit en ville ou hors agglomération. Mais j'avais quelques questions à te poser si tu connaissais bien ton code de la route, JP. Mais si j'avais à te donner un panneau, par exemple, si je te disais un panneau rond à fond bleu avec un cycliste au milieu, si tu le vois comme ça, tu fais du vélo, tu vois ce panneau rond à fond bleu avec un vélo blanc. Est-ce que tu sais la signification de ce panneau ? Probablement quelque chose à voir avec la piste cyclable, mais je vais être sincère, je ne saurais pas te dire à 100%. Alors, normalement, le rond, c'est plutôt une obligation, c'est quelque chose de contraint, mais voilà. Il y a 2 panneaux en fait, qui sont avec le même fond de couleur bleue. C'est effectivement le panneau rond, c'est une piste cyclable qui est obligatoire, donc le cycliste est obligé de prendre cette piste cyclable. Si le panneau est carré à fond bleu, c'est un conseil, c'est-à-dire qu'il y a une piste cyclable, on te conseille de la prendre, mais on ne t'oblige pas à la prendre. Et si c'est un panneau rond, effectivement, on t'oblige à prendre cette piste cyclable. Et il y a notamment un panneau qui, je l'avoue très sincèrement, j'ai découvert son utilité et à quoi il servait il y a 1 mois tout juste. Et vous l'avez peut-être vu quand vous arriviez à des carrefours. C'est ce panneau triangulaire, mais avec la pointe en bas. Donc c'est un triangle pointe en bas avec un contour rouge et un vélo au milieu, et en dessous de ce vélo, il peut y avoir 3 flèches directionnelles, une flèche à droite, une flèche à gauche ou une flèche tout droit. Est-ce que tu connais la signification de ce panneau qui est à chaque carrefour et sous le feu tricolore ? C'est une autorisation de circuler, exactement. Je suppose, qui permet... C'est un passage autorisé. Voilà, qui t'exonère de te soumettre au feu rouge, du coup. Et quand tu es cycliste et que tu arrives à un feu rouge, eh bien, si la flèche est à droite, ça veut dire que toi, tu peux aller à droite ou tout droit ou à gauche. Mais j'insiste sur ce point parce que je pense qu'il y a... Alors déjà, il y a des petits malins qui, notamment dans les grandes villes, s'amusent à recouvrir ce panneau, et ça renforce l'incompréhension
où le fossé qui se creuse d'ailleurs d'année en année entre l'automobiliste et le cycliste qui partagent la même voie. Et l'automobiliste qui est au feu rouge, lui, qui patiente passer, et qui bouchonne depuis 10 minutes, et qui voit le cycliste tranquille qui arrive, qui met quelquefois pied à terre ou pas, le feu est rouge, et il continue. Et ben, là, il y a une vraie compréhension, et donc les automobilistes qui écoutent cet épisode, la signification de ce panneau, regardez la prochaine fois que vous êtes à un carrefour, s'il y a ce panneau triangulaire avec un vélo jaune au milieu, ça veut dire que le cycliste, lui, a le droit de passer, même si le feu est rouge. Voilà, c'était juste la petite colle. Après, j'en aurai d'autres pour toi, JP, mais on va s'arrêter sur ces 2 panneaux. Et puis, si on parle de sécurité, de comment s'équiper, quels pourraient être les bons équipements? On a parlé du casque, bien évidemment, mais s'il y avait d'autres choses qui, pour toi, sont très, très importantes pour le cycliste. Ben, on peut décliner ce qui est la sécurité passive, la sécurité active sur un vélo. En fonction de son usage, il y a la sécurité vis-à-vis de l'accident, mais puis il y a la sécurité aussi vis-à-vis de sa fatigue, vis-à-vis de... Enfin, c'est un aspect... c'est un sujet qui est vaste. Bon, il y a des équipements obligatoires. Je suppose que tu as dû me préparer une petite liste, Arnaud, avec une interrogation. J'ai quelques questions-réponses. Voilà, mais on va parler de l'avertisseur sonore. Effectivement, qui est obligatoire à la vente, d'ailleurs. Bah, tu dois bien le savoir. Voilà, c'est ça, je crois, exactement. Mais c'est tout ce tas de choses obligatoires que personne n'utilise, ou des gens connaissent mais n'utilisent pas. Les catadioptres et les sonnettes... c'est obligatoire. Quand tu achètes un vélo, ça doit être sur le vélo. Oui, alors en l'occurrence, pour être complètement transparent sur le sujet, quand tu es vendeur de cycle et que tu reçois un vélo qui a fait l'objet d'une homologation, etc., et qui t'est livré complet dans son carton, il reste souvent une partie d'assemblage qui consiste à mettre la roue avant, la selle, etc. Mais figure-toi que la sonnette ou les catadioptres, il y a encore 30 ans, les catadioptres étaient montés sur les pédales et sur les roues, puisque tu dois en avoir sur les pédales et sur les roues. Et puis la sonnette, ça coûte rien de la mettre sur le guidon, elle ne prend pas de place dans le carton. Et pourtant, ces éléments, maintenant quasi systématiquement, ne sont pas sur le vélo, ils sont livrés dans une boîte à côté que personne n'ouvre. Voilà, donc il y a une certaine hypocrisie aussi, et on sortira de cet enregistrement, on ira dans le magasin de vélo le plus proche du studio dans lequel on enregistre. Et je peux t'assurer qu'on ne va pas trouver un catadioptre sur un vélo. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais c'est important pour la personne qui veut faire l'acquisition d'un vélo, mais pas forcément de route, mais pour se déplacer en ville. Logiquement, effectivement, sur ce vélo-là, il doit y avoir les catadioptres et la sonnette qui doit être installée. Le professionnel, en tout cas, il doit te fournir ça. Et par contre, effectivement, si tu sors de ton vélo et qu'il n'y a pas ces équipements et que tu te fais verbaliser par la maréchaussée, ça ne servira à rien d'incriminer nul n'est censé ignorer la loi, encore une fois. Donc, les gens doivent savoir qu'ils doivent s'équiper de catadioptres, etc. Bon, je ne pense pas que ça soit... si on avait des statistiques de verbalisation, je ne pense pas que les gens se fassent souvent verbaliser. Là aussi, j'ai quelques questions pour toi après, tu verras. Pour un défaut de sonnette ou de catadioptre, mais ça peut arriver, on doit avoir ça. Après, vraiment, il y a un gros travail à faire sur la visibilité. Si n'importe quel d'entre nous qui utilise la route au quotidien, même dans sa voiture ou sur sa moto, un cycliste, s'il n'a pas une lumière performante, on le voit de jour comme de nuit, très tard. Et alors, en agglomération, on a de l'éclairage, on a de l'animation. C'est presque moins grave, je dirais, mais dès qu'on sort d'agglomération, dès qu'on est sur des routes à 70, 90 et au-delà, c'est une fraction de seconde. Ouais, complètement. Quand on s'aperçoit qu'il y a un cycliste sur le bord de la route, et pour peu qu'il y ait quelqu'un qui arrive en face et qu'on soit sur une voie de chaque côté, on met la personne en danger, et des fois de manière involontaire. Je te raconte une anecdote sur le sujet, parce que je m'en rappelle très bien. C'était mon premier jour de l'an dans la région qui m'accueille depuis 4 ans, en Auvergne. Et j'étais encore en train de construire ma maison, donc même le 31, je travaillais sur mon chantier et j'ai voulu rentrer chez moi dans la maison de location que j'occupais, et je suis allé chercher la bûche de Noël chez le chocolatier. Et donc je rentre sur ce chemin et j'habite en Auvergne, donc je passe dans des régions montagneuses entourées de volcans, des forêts, c'est magnifique, mais la visibilité fait défaut souvent. Et alors que je roule à 80 à la vitesse autorisée, je suis arrivé vraiment... Je pense que c'est la première fois où j'ai failli percuter un cycliste. Il avait une lumière, mais une lumière de supermarché, quoi, à l'arrière. Je ne sais pas ce qu'il faisait sur la route à 20h alors qu'il faisait nuit.
et qu'il devrait être en train de préparer son dîner. Et j'ai tellement eu peur que je me suis arrêté et j'ai mis son vélo dans mon camion, je l'ai fait monter dans mon camion de force, voilà. Je l'ai ramené chez moi, je suis allé poser la bûche et je l'ai ramené chez lui. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Ouais, je veux dire, moi qui suis attentif, qui a la conscience de l'usager cycliste, etc., je ne t'ai pas vu. Ouais. Je dis, et il avait conscience de ça ou non, il était malheureusement, alors je sais pas s'il se reconnaîtra, je lui passe le bonjour, mais je crois qu'il était sur une autre planète ce soir-là. Il s'est pas rendu compte. Pour lui, il avait une lumière, mais sa lumière, elle était strictement inefficace dans les conditions du jour. Voilà. Et en plus, il avait roulé toute la journée, il était fatigué. Et je me dis que c'était quelqu'un d'autre que moi, avec pas du tout cette attention particulière, et qui roulait hors de la vitesse, il aurait pu rester sur le bord de la route ce jour-là. Donc pour le coup, c'est peut-être cette expérience qui fait que je suis particulièrement attentif à la qualité de l'éclairage, arrière principalement. L'avant, il est important aussi, mais l'avant, l'arrière est très très important, mais l'avant aussi, notamment pour les voitures qui doublent en face. Voilà, tout à fait. Combien de cyclistes là qui pratiquent notamment le cyclisme sportif, on va dire ça comme ça, hein, donc qui sortent des agglomérations et qui se sont trouvés parfois face à face avec une voiture qui doublait et donc à être obligés de s'arrêter, de se mettre sur le bas-côté. Donc c'est très très impressionnant. Oui, donc ça, c'est un élément sur lequel il faut consacrer un budget qui permette d'avoir affaire à un éclairage visible. Très clairement. Je dirais même que des fois, si on doit hésiter entre une lampe qui est homologuée mais qui n'est pas très visible et une lampe qui n'est pas homologuée mais qui est plus visible, quitte à déranger 2 fois dans l'année un automobiliste qui va être un peu ébloui, je pense qu'il vaut quand même mieux. La question ne se pose pas. C'est ultra important et ultra sous-estimé. Et puis l'autonomie, hein, attention, parce que si on part pour la journée ou si on rentre du travail le soir et qu'on n'a plus de batterie, sur sa lampe, c'est un problème et on se met en danger. Clairement, rouler sans éclairage, c'est se mettre en danger. Et que ça soit hors agglomération, mais aussi en ville, hein, au centre-ville, il faut être vu. Pour être en sécurité, il faut être en sécurité au niveau de son casque, bien évidemment. Il faut être vu avec un éclairage avant, avec un éclairage arrière, qu'il soit clignotant ou continu, parce que ça a un impact sur l'information qu'on va envoyer. Hein. Oui. Ça va permettre de mesurer et la distance et d'informer de sa présence. D'avoir un gilet réfléchissant, on peut rajouter à ça, même 2 jours, ça permet d'être visible et donc d'être un peu plus en sécurité. Il y a aussi le fait de s'équiper pour être en sécurité. On en parle très souvent, mais le pneumatique est important, de ne pas être trop sous-gonflé en ville. Sur la machine, de toute façon, comme tout véhicule, le contact avec la la liaison route. au sol, voilà, c'est primordial. Donc le pneumatique et son état, son choix, sa pression, c'est des éléments qui me tiennent à cœur, tu le sais bien. Donc c'est hyper important. Et puis sur le vélo, les freins sont un élément de sécurité. Exactement. C'est-à-dire que, tout à fait. Et d'autant plus qu'on attaque l'automne et l'hiver, c'est vraiment le moment de contrôler le fonctionnement de son système de freinage, qu'il soit à patin, à tambour ou à disque, être sûr qu'on a des éléments qui vont passer la saison, être sûr qu'on a des éléments qui sont capables d'affronter les conditions climatiques. Et est-ce que comme pour les voitures, JP, on arrive sur une saison, tu l'as dit, automne-hiver, est-ce que comme pour les voitures, le cycliste peut changer ses pneus et passer sur des pneus plus justement pour une saison plus froide? Il peut y avoir quelquefois du verglas. Ouais, alors il y a moins d'impact sur le cycliste. Je sais que tu aimes la neige et le verglas maintenant, mais on ne fera pas rouler les gens à Paris ou en France avec des pneus à clous. Hein, non, on ne fera pas ça. 300 clous par pneu, je vous laisse imaginer. Donc, alors, la technique étant ce qu'elle est, sur un pneu de vélo, contrairement à un pneu de moto ou un pneu de voiture, on n'a pas ce qu'on appelle un pneu pluie. En fait, la vitesse de rotation des roues d'un vélo permettent pas une évacuation de l'eau, ce qui est le principe de fonctionnement des pneus pluie pour les autres véhicules que j'ai cités. Par contre, la nature de la gomme va jouer sur le grip du pneu sur le mouillé. Donc une gomme plus tendre qui effectivement s'use un peu plus vite, mais une gomme plus tendre va favoriser l'adhérence sur des sols défavorables, donc humides. Voilà, il y a l'automne, il y a les feuilles en plus, mais sur les feuilles, il faut faire attention. Ça, c'est la prudence qui va jouer, qui va être prépondérante plutôt que le pneumatique, parce que c'est clairement une couche de glissement qui est importante. Donc la pression, la qualité de la gomme,
Et puis, tu le sais, on rabâche, hein, mais voilà, contrôler l'état de son vélo, quoi. Lui accorder un peu d'attention pour être sûr qu'il soit en bon état de fonctionnement. C'est l'élément de sécurité numéro 1 avant de s'équiper de lumière. Si le vélo il n'est pas en état de freiner au feu rouge ou avant de percuter un autre usager de la route, c'est se mettre en danger aussi. Effectivement, c'était un des points qu'on devait aborder, hein, c'est comment garder son vélo en bon état. Il y a les freins, tu l'as dit, il y a la sonnette, et puis le vélo, quand tu l'utilises au quotidien, il faut quand même aller faire réviser certaines pièces. Ça, c'est important. Ouais, la sonnette, elle est obligatoire. On est là pour dire aussi comment on envisage les choses d'un point de vue personnel. Aujourd'hui, dans l'environnement tel qu'il est autour de nous, la sonnette du cycliste, elle pèse quand même pas lourd, hein. Les gens sont enfermés dans leur voiture, ou ils ont des casques de moto sur la tête, ou ils roulent, contrairement à ce qu'on leur conseille, avec des écouteurs, et ce, quel que soit le mode de transport. Donc ta sonnette, elle est souvent inutile. Oui, mais alors il y a aussi, c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'effectivement l'automobiliste ou le motard ou la personne en trottinette a elle-même ses écouteurs, ne t'entend pas, mais les écouteurs sur le vélo sont interdits en fait. Tu dois aussi, toi, entendre les bruits extérieurs, de savoir si tu as quelqu'un qui, maintenant, je sais que tu peux mettre des rétroviseurs sur les poignées de vélo de manière plus discrète que ces gros rétros un peu comme les motos, mais il y a aussi cette manière de prendre conscience dans l'environnement dans lequel tu te situes. Alors l'amende est forte. Hein. Tu reviens d'un stage de sécurité routière, non? En fait, disons que j'ai un peu travaillé le sujet. mais si je me trompe pas, moi, les écouteurs sont interdits quel que soit le véhicule dans lequel tu circules, non? Exactement, on est d'accord. Exactement. Voilà. Donc, mais certains, tu sais, dans une voiture, tu peux avoir le volume plus ou moins fort. Effectivement, la petite sonnette, très clairement... Non, tu l'entends pas. En fait, la sonnette, elle te sert vis-à-vis des piétons, en fait, voilà. La sonnette, hein, c'est sa seule utilité aujourd'hui. Le reste des usagers n'est pas en mesure d'entendre la sonnette, surtout que plus ça va, plus on veut les faire petites, c'est un objet c'est que plus joli, voilà, c'est plus joli, et forcément ça émet moins de son, hein, donc c'est compliqué, et c'est un des sens auquel c'est pour ça que la visibilité, j'insiste, d'un point de vue sonore, on fait pas de bruit quand on roule à vélo, et la sonnette, elle est globalement inefficace, donc s'en référer aux yeux des gens qui nous entourent, c'est à mon sens une meilleure stratégie. Voilà. Et il y a aussi cette notion de vitesse. C'est vrai qu'on ne fait pas de bruit. Avec les vélos électriques aujourd'hui, on a des vitesses un peu plus importantes que sur des vélos musculaires. Dans l'urbain, ouais, tout à fait. Et en urbain, il y a l'appréciation des distances qui est importante. Donc sur les notions de sécurité, c'est aussi ça. C'est-à-dire quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Est-ce que je double le cycliste qui est devant moi? Il y a une personne qui arrive au fond. Est-ce que j'aurai le temps de doubler? Il faut faire attention, parce que maintenant, avec des vélos électriques, ou si c'est un cycliste qui lui peut rouler à 40-45 en ville. Ouais, on a beaucoup de chocs sur ces cyclistes-là pour des appréciations de distance entre eux. Et ça c'est un élément de sécurité très très important. Oui, c'est souvent... je crois qu'il y a des pays où, quand on passe un permis voiture, on va faire un tour de moto derrière un instructeur, on va faire un tour de vélo, on va faire peut-être un tour de poids lourd. Et je crois que, si je ne me trompe pas, c'est soit l'Allemagne, soit la Suède qui, à un moment, imposé que les gens qui conduisent des poids lourds de transport, c'est-à-dire des bus, hein, des autobus ou des autocars, soient soumis à un de leurs collègues qui passe en autocar alors qu'ils sont en train de faire du vélo sur le bord de la route. Et je trouve qu'on en revient à notre fameux bon sens, que je vais finir par me tatouer, hein, parce que c'est tellement la base de tout, que... quelqu'un qui a fait que de la voiture toute sa vie et qui n'a jamais monté sur un vélo, il n'est pas en mesure d'apprécier la vitesse et la distance qui lui reste à parcourir à un vélo. Encore moins une moto. Alors la moto, le différentiel, c'est-à-dire la moto, elle n'est pas là et d'un coup elle est là une seconde après. C'est quelque chose que si tu ne le vis pas, tu ne peux pas l'appréhender. Et je pense que quelque part dans la formation des gens, des usagers de la route, il y a quelque chose à parfaire pour que on puisse appréhender le fonctionnement, la vitesse de déplacement, l'agilité ou la non-agilité de tous les véhicules qui partagent la route. Ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, manque, même si je sais, tu as des enfants aussi, je pense que tu as vu maintenant, il y a des stages de sécurité routière, on vient leur faire du vélo, on commence à leur apprendre les panneaux, etc. Mais ça reste partiel, quoi, finalement. Ouais, c'est vrai que les panneaux, c'est hyper important. Moi, je vous invite, on le mettra dans l'article sur cet épisode, mais allez prendre connaissance des panneaux, vous saurez si vous êtes obligé d'utiliser cette piste ou non, si c'est
s'il y a une circulation à double sens ou non, mais j'ai quelques questions pour arriver sur la fin de cet épisode JP et cet épisode consacré à la sécurité à vélo. C'est les équipements à vélo. Est-ce qu'ils sont obligatoires ou recommandés? Donc je vais te poser quelques questions et tu vas me dire, moi j'ai découvert des choses, très clairement. Alors on va parler du casque. Alors le casque, est-ce qu'il est obligatoire ou recommandé? Il est obligatoire pour les enfants en dessous de 12 ans et il est recommandé pour les adultes au-dessus ou les enfants au-dessus de 12 ans, c'est ça? Exactement, voilà. Exactement. Et ça vaut pour les passagers aussi, on oublie de le dire, parce qu'on peut avoir un passager à vélo. Exactement. Alors justement, le siège enfant, est-ce que le siège enfant est obligatoire ou est-ce qu'il est recommandé? Mais là tu me colles, je sais pas. Eh bien le siège enfant, il est obligatoire pour les moins de 5 ans. Et donc tu Il passe en recommandé probablement, mais en tout cas le siège enfant, il doit être adapté obligatoirement pour les moins de 5 ans. D'accord. Voilà. J'ai appris des choses également sur le gilet de sécurité, le gilet réfléchissant, pardon. Est-ce qu'il est obligatoire ou recommandé? J'aurais tendance à dire qu'il est recommandé celui-là. Eh bien, il est obligatoire. Il est obligatoire, hors agglomération et recommandé dans toutes les situations. Mais il est obligatoire hors agglomération. On peut rebondir, en parlant de gilet, on aurait pu parler des habits de manière générale. Si vous avez le choix entre du clair et du foncé, prenez du clair, ça sera toujours plus visible. Voilà, moi, je le place. Je suis pas le bon exemple sur ça. Je reconnais. Il faut choisir le style ou la visibilité. Mais tu fais bien de le placer. Le rétroviseur, est-ce qu'il est obligatoire ou recommandé? Non, recommandé. Il est recommandé. L'avertisseur sonore. Obligatoire. Il est obligatoire. Les pneus à bande latérale réfléchissante. Recommandé. Recommandé, tout à fait. Les cathodioptres, on en a parlé. Ils sont obligatoires. Ils sont obligatoires, effectivement. J'ai même, tu vois, dans cette illustration, j'ai les pneus gonflés correctement. Est-ce qu'ils sont obligatoires ou recommandés? Et je pense Est-ce que tu as le droit de rouler à plat? On doit bien avoir une phrase dans le code de la route qui dit qu'on doit veiller à ce que son véhicule soit en ordre de marche. Donc on doit pouvoir être verbalisé si on n'a pas des pneus en bon état ou gonflés correctement. Je suppose que c'est comme en voiture. En tout cas, c'est recommandé effectivement d'avoir des pneus gonflés correctement. Et tu sais aussi, on appelle ça cet écarteur de danger. Tu sais, c'est ce qui se place quelquefois sur pas obligatoire, le moyeu arrière. Ouais. Effectivement, c'est sur recommandé. Les porte-bagages, c'est ça, pour dire aux gens de s'écarter. Tout ce qui est frein avant et frein arrière sont bien évidemment obligatoires. Donc là, tu vois, je me pose la question sur les fixis. Ils sont en fait, pour moi, un fixe n'est pas conforme au code de la route. On est d'accord. Ouais. D'après ce qu'on a sous les yeux, effectivement, entre les équipements à vélo pour rouler en sécurité, le fixie. Oui, puisqu'en plus, c'est mentionné non pas un système de freinage, c'est frein avant et arrière. Frein avant et arrière. Tout donc, à fait. Le mien n'est donc pas homologué puisque je n'ai qu'un frein avant. Non, exactement. Et d'ailleurs, on parlait de ce qui arrive dans les vélos neufs, etc. Et c'est moi qui aime bien le BMX. Quand tu vends des BMX, en course, en BMX, en compétition, tu dois avoir un frein arrière. D'accord ? Tu n'as pas le droit de rentrer sur la piste si tu n'as pas au moins un frein arrière. Mais quand tu achètes un BMX, dans la petite boîte, tu sais, la fameuse qui est au fond du carton, tu as un frein avant qui n'est jamais monté. Mais il est là. Auquel cas tu prendrais ton BMX pour aller sur la route, tu dois avoir ton frein avant et ton frein arrière. Ouais. Non, mais ça a un énorme impact au niveau des assurances en cas d'accident. Parce que si l'assureur cherche à pas indemniser, c'est facile pour lui. Donc messieurs, mesdames, si vous utilisez un fixie, soyez très très vigilants. Et puis j'ai quelques petites questions, JP, pour terminer cet épisode. On est sur la route, il y a un code de la route, et donc à partir du moment où tu ne le respectes pas, tu peux avoir une amende. Ouais. Alors il y a beaucoup d'amendes qui sont à 135 €. Hein. C'est le forfait classique. Voilà, c'est le forfait classique, 135 €. Mais il y a quelques amendes qui sont en dessous. Par exemple, on a parlé, et tu l'as dit à juste titre, l'importance de l'éclairage. Il faut être vu, il faut être visible pour sa sécurité. Et bien figure-toi, c'est la plus petite amende si tu as un défaut d'éclairage. Est-ce que tu connais le montant ? Non, mais si c'est la plus petite amende, c'est un non-sens de toute façon. Voilà. Eh bien, effectivement, c'est 11 €. Ah bah 11 en plus, j'aurais dû le savoir. 10, 15, mais c'est 11. Voilà, 11 €. Si tu as un défaut d'éclairage, c'est 11 €. Si tu changes de direction, tu circules en ville ou hors agglomération, tu tournes à droite, tu tournes à gauche et tu ne tends pas la main puisqu'il n'y a pas de système sur un vélo de clignotant. Donc il y a un changement de direction sans avertissement préalable. Est-ce que tu connais le montant de cette amende ? Alors je connais pas. Je savais que c'était verbalisable, mais je ne connais pas le montant, non. Eh bien c'est 35 €. Eh ben, okay. 35 €. Alors là c'est pareil, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est de circuler à deux de front sur la chaussée. Dans le code de la route, tu peux rouler à deux. Tu peux rouler à deux de front sur la chaussée. Et bien là, c'est amendable. Donc je pense qu'il y a une notion d'interprétation peut-être de la personne, mais c'est 35 € effectivement. Circuler c'est à plus de deux, pardon. C'est à plus de deux de front sur la chaussée, 35 €. Okay. Et puis non-respect du feu rouge. Et non-respect non-respect à l'arrêt du feu. 35 €.
Oui, alors Un là, on double parle... cycliste. Mais là, on parle de l'amende, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si tu es titulaire d'un permis de conduire voiture, Les points, on va t'enlever Tout à tes points fait. de ce permis, Tout à fait. alors que tu roulais en vélo. Non, mais Tout à fait. beaucoup de gens ignorent ce truc-là. tout à fait. Et c'est vrai que tu te mets à un carrefour, alors, sauf s'il y a ce petit panneau dont on parlait, triangle inversé, mais, enfin pointe vers le bas notamment. Il y a quand même, là, au niveau des carrefours, il y a quand même. Ah, mais il y a de Je quoi pense faire, que, hein. tu sais, on parle de l'incompréhension entre les automobilistes et les cyclistes, mais je pense que là, les cyclistes, on a beaucoup de travail à faire sur aussi, nous, de notre côté, respecter un peu plus le code de la route, et notamment au feu. Je veux dire, on va perdre quoi, 30 secondes. Eh C'est oui. pas grave, on s'arrête, on laisse le feu passer au vert et on repart. Donc, je mets un coup de pas. Voilà. Rouler en sens interdit. 135 135 Allez, ça y est, on est passé sur les Voilà. 135 maintenant. Et voilà. Et Les après, réponses sont faciles. vous retrouverez toute cette liste effectivement sur l'article consacré à cet épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, JP, puisqu'on arrive sur la fin, justement, que tu souhaiterais ajouter ou quelque chose que tu souhaiterais placer en cette fin d'épisode? Oui, j'ai parlé de ce qui pouvait faire défaut dans les formations aujourd'hui, des formations qui sont dirigées pour les usagers de la route. Et je voulais dire qu'il existe dans la plupart des départements, et puis là je tire mon chapeau aux gendarmes, en fait il existe beaucoup d'ateliers de sécurité routière, donc c'est eux des fois qui interviennent dans les écoles, mais il faut savoir que ce n'est pas réservé aux enfants. Donc vous devez avoir localement, renseignez-vous. Alors moi en plus j'en ai bénéficié il n'y a pas plus tard que 10 jours, j'ai fait une journée complète avec les motards de la gendarmerie. Et c'est des gens qui s'engagent, ils fournissent un effort supplémentaire par rapport à ce qui est leur mission habituelle pour venir partager une grande expérience de la route avec une partie de on va dire de réglementaire, hein, puis ils peuvent te rappeler le code de la route ou des choses que tu ignores. Ça existe pour les motos, il y a des journées de sécurité routière pour les automobilistes, il doit y en avoir, je suis certain, j'ai pas regardé en préparant l'émission, mais il doit y en avoir pour les vélos. C'est des choses auxquelles tu peux t'inscrire, la plupart du temps c'est gratuit, ou alors ça coûte une dizaine ou une vingtaine d'euros parce qu'il y a un repas ou parce que voilà. Et ça peut être aussi, si on n'a pas envie de lire son code tout seul ou de se remettre dans la réglementation, ça peut être une journée de pratique qui réveille quelque chose chez nous. Donc je tenais à saluer ça parce que ça existe dans la plupart des villes et des départements de France, et c'est des choses dont on peut profiter pour être un meilleur usager de la route, se mettre moins en danger et peut-être mettre aussi les autres moins en danger. Exactement, tout à fait. Écoute, c'était le mot de la fin. Un grand merci à toi, JP, pour cet épisode, et puis je te dis à très bientôt dans la tête d'un cycliste. Merci Arnaud, à très bientôt.